salé sucré. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer. Vous voyez ce que ça veut dire classique, auditeur de Sud Radio? Classique, ça peut être dans tous les domaines. Il n'y a pas que la musique classique, il y a le classique de la chanson, il y a les classiques de la littérature, etc. Et Charles Trenet, par excellence, c'est un classique. La mer, on l'a écouté depuis des décennies, on l'écoutera encore, je l'espère, pendant des siècles, parce que c'est parfait. C'est fait, c'est une vraie œuvre. Et on va en parler un peu de ce grand artiste qui est mort jour pour jour, il y a 20 ans, le 19 février 2001. Eh oui. Céline, alors on va raconter sa carrière peut-être. Exactement, pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir son biographe officiel, qui a par ailleurs été son ami aussi pendant près de 20 ans. Il s'agit effectivement donc de Jacques Pessis, journaliste, écrivain, réalisateur, qui présente effectivement aussi les clés d'une vie donc sur Sud Radio. Alors bonjour Jacques. Bonjour Céline. Alors bonjour vous publiez Traîner hors champ aux éditions Kennes, un livre dans lequel eh bien, vous mettez fin aux rumeurs qui ont toujours couru à son sujet et qui courent toujours. On en parlera dans un instant sur Sud Radio. Mais avant, parlons de l'artiste. Pourquoi ces chansons sont éternelles? D'abord parce que Jean-Jacques Debout a dit un jour, c'est le La Fontaine du XXe siècle. Il écrivait des chansons poétique, avec des mots, des mélodies qu'on retenait. Il y avait une joie, une simplicité, et on les apprend aujourd'hui dans les écoles. Il y a pas de secret. Et il a inventé la chanson populaire moderne. Cocteau a dit, Trenet a fait descendre la poésie à la rue. Il a mélangé cette poésie au swing naissant. Et c'est pour ça que le 25 mars 1938, lorsqu'il est rentré à l'ABC, sur la scène de l'ABC, qui était le grand musical de l'époque pour 3 chansons, il en a fait 9. Le public était hystérique debout. Les jeunes l'ont découvert, il a été la première idole des jeunes. Et dans 1938. Et ces derniers galas en 1999, ces concerts à la salle Pleyel, il y avait des jeunes dans la salle, les arrière-petits-enfants des premiers. C'est éternel. 60 ans de carrière. Et 60 oui, ans. des enfants même de 5 ans, vous m'avez dit Jacques, qui chantaient effectivement les chansons de Trenet, c'est magnifique. C'est le seul en France, et Alain Souchon, Brel a dit sans Trenet on serait tous des comptables. Brassens connaissait sa chanson par cœur. Souchon, donc, quand il a entendu qu'il y avait des arbres, il dit je vais faire ce métier-là. Il y en a des dizaines comme ça. Oui, il a suscité des vocations. Complètement. Il a inventé un genre qui s'est poursuivi. C'est vrai. Et oui, et il a notamment donc inspiré Brassens. À ce propos, écoutons un célèbre duo. Vous êtes joli, mon petit oiseau, près de vous les fleurs, ne sont pas si belles, non, ne sont pas si belles. Vous êtes pour moi, la petite fée, le petit oiseau de mon cœur qui vous aime. Vous êtes joli. Fabuleux, fabuleux. Et justement, Brassens Trenet, d'ailleurs Brassens a reconnu sa filiation, et enfin, que sans Trenet, il n'aurait pas été Brassens, quoi. Voilà, il a déchiré ses premières chansons parce qu'elles ressemblaient trop à du Trenet. Et un jour, il a offert l'un des 70 tours de Trenet qu'il avait, que Trenet cherchait, et il a écrit sur la pochette « La seule chose à sauver en cas d'incendie ». Extraordinaire. Et un soir, Trenet lui a dit « Je fais mes chansons comme un pommier fait des pommes ». Oui, parce que ces chansons, il ne les écrivait pas, il les pensait en se promenant dans le bois de Vincennes ou ailleurs, et après il les dictait, il les savait par cœur. Un soir, il fait un gala en Suède à Göteborg, et puis il y a un dîner officiel après, il voit un parc, il dit non, je voudrais m'arrêter là. Il se met dans le parc, il n'est jamais allé au dîner officiel, mais dans ce parc, en voyant les statues, il a imaginé le jardin extraordinaire. Et écoutons un extrait. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trenet. Thank you very much. Et on est nombreux, on est nombreux à dire thank you very much, monsieur Trenet. Parce que ce qui nous a apporté, quand même, nous, ces auditeurs, nous qui avons entendu. Mais Jacques,
est-ce que vous parlez du swing, 1938. Comment il a connu le swing? Par sa mère. Par sa mère, qui jouait au piano à 12 ans, classique du swing. Il a découvert Gershwin, ça l'a marqué. Il a découvert à Berlin, quand il a rejoint sa mère en 1929 à Berlin pour faire ses études d'architecture et de dessin. Et le swing a été son point de départ. Ensuite, il arrive à Paris en 1930. Il découvre le jazz dans un cabaret, le College Inn, où il fait la connaissance de Johnny S., un jeune pianiste qui fait du jazz pour les dames le soir. Qui sera le Johnny S. à Aznavour? Non, c'est Charles et Johnny. Ah, Charles et Johnny. Charles et Johnny, ils vont pendant 3 ans chanter et ils vont inventer un genre. Avant de faire leur premier disque, ils ont travaillé pendant 1 an dans une chambre de bonne pour se préparer. Johnny S. Bien sûr, en 1932. Et après, ils ont enregistré. Eh oui. Et la poésie, alors, comment il l'a découverte? Alors, il y a d'abord un homme très important qui s'appelait Albert Bozil, qui était totalement inconnu à Paris, qui dirigeait le Coq Catalan, qui était un journaliste sportif et littéraire. Et dans son journal, il y avait des signatures de Cocteau, de Saint-Exupéry, de Gide. Et il a pris Trenet sous son aile à partir de 15 ans. Il lui a ouvert les portes de sa bibliothèque. Et c'est comme ça qu'à raison de 3 heures par jour pendant 2 ans, Trenet a tout lu. Et il disait de Bozil, c'est vraiment lui qui m'a tout appris. Il sait tout sur tout, je voudrais être comme lui. Ah, c'est extraordinaire. Vous avez écrit, effectivement, ou déclaré, du moins dans une interview, que Trenet a passé toute sa vie à vivre son enfance. Oui, parce qu'à l'âge de 9 ans, sa mère quitte son père, Lucien, et tombe amoureux d'un scénariste du cinéma muet, Beno Vigny, qui est aussi en même temps une liaison avec Marlène Dietrich, mais c'est autre chose. Et donc elle va vivre loin de lui pendant des années, et elle va revenir simplement 1 mois par an. Et Charles et son frère Antoine se retrouvent pensionnaires au collège de Béziers. Il dira: nous sommes pensionnaires dans un collège de pères dont nous ne sommes pas les fils. Et ils ne sont plus que des numéros. Et ces 2 années d'horreur vont marquer Charles à jamais. Et en sortant, il dira: maintenant, j'aurai toute ma vie pour vivre mon enfance. Ce qu'il a fait. Ah oui, parce que ça a été très dur, ces années de pensionnat. Ça a été la plus grande blessure de sa vie, en quelque sorte. C'est la seule vraie blessure de sa vie. Il a été marqué parce que c'est ces murs froids. Il ne pouvait même pas sortir le jeudi parce que sa mère n'était pas là. De temps en temps, sa tante venait l'emmener en promenade, mais ça a été un véritable cauchemar qui l'a marqué à jamais. Et oui, et toute son œuvre, on peut dire qu'elle regorge de souvenirs d'enfance. Prenez Mes jeunes années, ou des chansons moins connues comme C'était, qui raconte son enfance. Il y en a plein. Toute la vie de Trenet a été marquée par ces chansons, par cette enfance. À part vous, est-ce qu'il lisait? Il s'est mis à lire tôt? Et d'abord, à l'âge de 3 ans, il voyait son frère partir à l'école, il voulait aller comme lui, et donc il va à l'école avec lui, il le regarde, et le soir, sa mère le voit lire le journal. Il savait lire le journal, il avait appris tout seul. Et après, il a tout lu, c'est-à-dire qu'il était incollable. Il lisait les écrivains, il lisait les poètes. Mais chez Bozil, il a lu tous les classiques, il connaissait par cœur tous les classiques de la littérature. Quand il a rencontré Max Jacob à Paris et Jean Cocteau, il connaissait leur œuvre par cœur. Et ça l'avait marqué. Alors, autre face que vous abordez dans votre livre, c'est Trenet l'épicurien. Racontez-nous vos plus beaux souvenirs avec lui. J'ai eu la chance de faire partie de ceux que Trenet appelait ses copains. Donc, il m'appelait vers midi. Alors, il fallait appeler à 11h. Et quand j'appelais à 11h précis, c'était « Allô, Jacques Précy ». C'était son humour. Et ensuite, il disait « Venez déjeuner avec nous, ce sera charmant ». Et je prévenais mon bureau que je ne serais pas là avant le lendemain matin. Parce que les déjeuners avec Trenet, ça durait 12 heures. Alors, les serveurs faisaient la gueule dans les restaurants parce qu'il disait, on n'a pas fini. Même au restaurant, il restait. Quoi. Au restaurant, on arrivait à midi ou 13h précise, on repartait au plus tôt vers 21h. Alors, les déjeuners, c'était d'abord de la bière pour se rafraîchir, du champagne. Ensuite, il y avait des vins rouges, des vins blancs et des vins rosés. Ensuite, il attaquait le déjeuner 3 plats. Il disait, je déjeune 1 fois par jour en plus. Et après, il y avait chez Lippe des grandes carafes d'eau qui arrivaient sur la table. Dans l'une, il y avait de la vodka et dans l'autre, il y avait du Cointreau. Et après avoir avalé tout ça en fumant 4 cigares, il disait très sérieusement, pour digérer le Cointreau, il faut boire du whisky. Il en buvait 1 litre. Justement, peut-être on va déjà faire vous me direz si oui ou non. Alors, d'une légende, on disait que, parce que j'allais vous demander qui payait, parce qu'on disait que Trenet était très avare. Alors, vrai, pas vrai, franchement. Alors, oui et non. C'est-à-dire que d'abord, il fait partie d'une génération où les galas, c'était leur seule ressource. Il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de CD. Donc, les galas étaient importants. Ils se faisaient payer avant le gala. Sinon, ils ne chantaient pas. Parce
qu'il y avait des producteurs. Évidemment, comme Maurice Chevalier, comme Miss Tinguette. Sinon, avant la première partie, une partie, et avant la seconde partie, une autre partie. Sinon, il ne chantait pas parce qu'il n'était pas payé. Ensuite, il était économe sur les courses parce qu'il savait ce que c'était que l'argent. Mais quand il invitait des gens à déjeuner, c'était table ouverte. Alors, au restaurant, c'est lui qui payait. Bien sûr, il avait un truc. Comme il buvait beaucoup, il faisait le chèque le matin, et quand on lui présentait la note, il la faisait vérifier par quelqu'un, et il rajoutait un point à sa signature. S'il n'y avait pas de point, la banque ne devait pas payer, parce qu'il s'était fait avoir. C'est joli, c'est génial. C'est très joli. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des auteurs les plus prolifiques de la chanson française? Avec Aznavour, oui. C'est-à-dire qu'il a écrit... Alors, il dit qu'il a écrit un millier de chansons et qu'il en a jeté beaucoup, des chansons qui auraient pu servir à des débutants, mais surtout, il a écrit des chansons immortelles. Il y a les 4000 versions de la mer, il y a les 4000 versions de Que reste-t-il de nos amours, il y a 4000 versions. Oui, oui. L'âme des poètes. Dans le monde entier. Dans le monde entier. L'âme des poètes aussi. Au Japon, Mes jeunes années a été sur un clocher, a sonné les cloches pendant des années. La mer a été l'indicatif de Radio Tokyo. Et en Allemagne, Les enfants s'ennuient le dimanche est un classique. Incroyable. Ah oui. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il reste encore des poèmes inédits qu'il n'a pas mis en musique? Oh, il y en a certainement, mais sans lui, il ne faut pas y toucher. C'est-à-dire que je crois qu'il en a jeté beaucoup. Et puis, il y avait beaucoup d'idées qui venaient, qui disparaissaient. Moi, je me souviens d'un jour à Aix-en-Provence, il me dit, je vais faire une chanson sur Cocteau qui s'appellera Cocteau, tu me manques. Il ne l'a jamais faite, mais il a écrit Johnny, tu me manques en pensant à Johnny S. Donc, une idée partait d'une autre. Et surtout, il connaissait toutes ces chansons par cœur. Un soir, à Londres, après un concert, on se retrouve dans un bar de Londres et on fait un match sur ses chansons. Il l'a gagné. Il connaissait tout. C'est tout. Mais par exemple, et c'est amusant, parce que le plus bel hommage au musical, c'est quand même le Moi j'aime le musical. Oui. Il cite énormément de monde. C'est bien. Et oui, Bel en hommage. même temps, c'est une réponse à une rumeur qui courait alors que le musical était mort. Et ça l'a énervé. C'est pour ça qu'il a fait cette chanson qui a ouvert son récital de l'Olympia en 56. Ah oui, c'est magnifique. En tout cas, Charles Trenet a emporté avec lui des zones d'ombre, la guerre, la prison, ses amours. Et grâce à des documents confidentiels que l'on vous a remis, Jacques Pessis, eh bien, vous avez pu faire la lumière sur les accusations de collabo et de pédophile dont il a toujours été victime. On va en parler dans un instant. Mais je voudrais, avant d'en parler, avant d'aborder cela, moi je voudrais revenir quand même à ce Charles Trenet étonnant. À l'époque, je parle des années 30, 35, etc. Qu'est-ce qui a fait sa rupture? Parce qu'aujourd'hui, on peut écouter Lucienne de Lille ou Damia, enfin on les écoute plus. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, Jacques, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé dans les années 30-35, lui, Charles Trenet, il n'a pas pris une ride. Ça a été une rupture de chez lui par rapport à la chanson de son époque, parce que lui, il est resté. Les autres, beaucoup moins. Lorsqu'il passe en 38 à l'ABC, il est en première partie pour 3 chansons de Lise Gauthier, qui est une goualeuse. Elle n'a pas pu chanter en seconde partie, parce qu'il avait tout emporté, parce qu'il a symbolisé la joie à l'avant-guerre, avec il y a de la joie et d'autres choses, et parce qu'il a inventé quelque chose qui n'existait pas, et quelque chose qui est tellement moderne qu'il est éternel. Mais c'est quoi? C'est à la fois les paroles, le rythme, le swing, c'est tout ensemble. Tout ensemble, y compris la façon de chanter, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il répétait ses chansons. Il enregistrait en une prise, mais il avait beaucoup répété avant, et lorsqu'il avait un concert, je l'ai vu répéter devant sa glace chaque geste pendant des heures. Tout était précis. Il travaillait énormément. S'il a arrêté de chanter en 75 pendant quelques années, c'est qu'il avait travaillé toute sa vie. Il a travaillé jour et nuit. C'était pas improvisé du tout. Sa joie était préparée. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a appelé le fou chantant? Alors, ça se passe en 37. Il est militaire à Salon de Provence et il fait le mur pour aller chanter dans un cabaret de Marseille, le Grand Hôtel, le cabaret du Grand Hôtel. Il s'appelle Charles à l'époque parce qu'il est tout seul. Et Edmond Bory dit Charles, c'est pas suffisant. Et un soir, Trenet arrive, il voit écrit Charles le fou chantant. Edmond Bory, le directeur, avait trouvé cette formule. Et c'est resté. Ah, c'est joli. Jacques Pessis, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Et on va continuer d'honorer la mémoire de Charles Trenet. À tout de suite. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et oui, voilà une chanson qui a été reprise par Rachita, par énormément de gens, effectivement, 12 France, l'identité magnifique, comme toutes les chansons de Trenet, pratiquement, classique absolue. Et alors, il y avait effectivement, on a parlé de ça,
il y avait ce côté-là qui a beaucoup couru, qui court encore, et d'ailleurs votre livre Jacques Pessis est aussi consacré à ça. C'est toutes les rumeurs qui couraient sur Trenet, qui courent encore d'ailleurs. On le disait odieux, malsain, avare, on a parlé de ça. On a dit que pendant la guerre, il a été borderline, il a même été accusé, disons-le, pédophilie, balai bleu, etc. C'est allé. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on parle de Trenet, il y a encore ça et là, ces rumeurs. Et oui, on va parler de tout ça effectivement avec Jacques Pessis qui publie Trenet hors champ aux éditions Kennes. C'est donc une biographie qui innocente le chanteur. Pour faire ce livre, Jacques Pessis, eh bien, vous avez eu accès à des documents confidentiels. Vous allez tout nous raconter dans un instant sur Sud Radio. Mais avant, revenons effectivement à la genèse de ses ennuis. Alors tout a commencé dès le début de la Seconde Guerre mondiale quand il a été appelé sous les drapeaux. Racontez-nous. D'abord, il est appelé sous les drapeaux et il signe ces lettres, le fou allié à deux alliés, persuadé que les alliés vont gagner la bataille très vite. Et puis, il est démobilisé et François annonce sa mort dans un accident d'avion. Le lendemain, il dément. Ensuite, on l'accuse d'être juif, un dénonciateur anonyme écrit qui s'appelle Charles Netter, donc il est convoqué par la Gestapo. Il passe 3 mois à reconstituer l'arbre généalogique familial. Netter, il a fait carrément le... Oui, exactement. Et il démontre qu'il n'est pas juif, et d'ailleurs il y a tellement de documents que la Gestapo dira c'est un juif synthétique. C'est assez étonnant. Et puis, résultat, un copain lui fait un jour une blague, parce qu'il adorait rire, et c'est une carte postale, une carte de visite, Charles Trenet, ni mort ni juif. C'est pas terrible c'est pas terrible. Résultat, elle va à Londres, cette carte de visite. Et ça a tout déclenché. Ça a déclenché des rumeurs qu'il n'a pas pu maîtriser. Alors que comme quoi il était collabo, etc. Alors ça aussi, il y a eu des choses parce qu'il a chanté au Folies Bergères. Il faut savoir qu'il avait refusé de chanter devant les Allemands pour une raison précise. Son beau-père Benno Vigny avait été à l'école des Beaux-Arts avec Hitler en 1908. Et il savait qui était Hitler, le fou que c'était. Et Benno Vigny lui avait tout raconté. Donc il est engagé aux Folies Bergères, on lui dit il n'y aura pas d'Allemands dans la salle. Le premier soir, il voit des uniformes nazis. Et pendant 3 jours, il s'est arrangé pour faire tellement de pagaille qu'il a arrêté ses séries de concerts. Donc on peut dire qu'il s'était fait piéger par le directeur de la salle. Bien sûr, par Paul Derval, le directeur des Folies Bergères. Et c'est pour ça il est parti, mais il a refusé. De même, on a dit qu'il a chanté en Allemagne, c'est vrai. En fait, il a chanté en Allemagne. Mais oui, pour les prisonniers français. Mais il a refusé à plusieurs reprises. Et un jour, les Allemands sont venus le chercher, mitraillette au poing, en disant ou vous montez dans le train, ou alors vous allez en prison pour des années, et votre mère sera envoyée en camp de concentration. Donc il s'est retrouvé en Allemagne à chanter, mais il s'est arrangé pour avoir du retard. Il est descendu du train, ils l'ont recherché, ce qui fait qu'il a non seulement il a fait moins de concerts que prévu, mais en plus il a refusé toutes les interviews, toutes les invitations, et il n'a pas accordé le moindre rendez-vous à un journaliste. Et il a refusé de toucher le moindre centime. Il a refusé de toucher le moindre centime, ce qui fait que lorsque le comité d'épuration a vu son dossier, il a eu 3 mois symboliques parce qu'il avait un peu chanté, mais ça s'est arrêté là. Oui, ça n'a pas été la fameuse... les écrivains officiellement à Berlin, tu sais, tous les gens qu'on connaît. Alors, etc. on lui a aussi reproché d'avoir donc chanté sur Radio Paris à l'époque. Mais il n'a jamais chanté sur Radio Paris. Pourquoi on lui a reproché ça alors? Mais parce qu'il y a des enregistrements de Trenet qui sont passés sur Radio Paris, qui ont été récupérés du Poste parisien. C'était Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Exactement. Non, Jean Roberlet et Maurice Van Mopes. C'est-à-dire que c'était des rediffusions qui dataient d'avant-guerre. Mais oui, qui étaient au Poste parisien, qui était le lieu de Radio Paris, et qui est des disques qui avaient été retrouvés uniquement. Et lui n'a jamais chanté à Radio Paris. Alors il y a eu aussi cette marche des jeunes composée en 42 et devenue un hymne pétainiste. Ça aussi on lui a reproché. Oui, alors que c'est une chanson parmi d'autres, alors que c'était une chanson d'espoir comme Terre qu'on connaît peu, qui est une chanson d'espoir contre la guerre. Douce France au départ, il faut savoir que dans le maquis on écoutait Douce France. Valéry Giscard d'Estaing écoutait Douce France pour se remonter le moral. Tout ça ce sont des rumeurs. Quand on prend les paroles de la marche des jeunes, c'est simplement un jeune de 20 et quelques années qui a de l'espoir dans tous les jeunes de demain. Et oui, et lui, il avait composé cette chanson, il avait quoi, 20 ans, Trenet ? Mais 20 ans. Il a toujours dit que la guerre, c'était 4 années de grisaille qui ont tué ses jeunes années de carrière. Il aurait très bien pu ne pas s'en remettre. Ensuite, il était en plein succès.
Ah oui. Alors en tout cas, dans votre livre, vous apportez effectivement des preuves qui montrent qu'il n'a pas été collabo. Quelles sont-elles? Parce que vous, effectivement, vous indiquez qu'il a été dans la résistance en Belgique. Racontez-nous, parce que cette anecdote incroyable. Il se trouve que par hasard, j'ai reçu un colis de Madame Verbeek. Son mari, Géo Verbeek, avait fait un fan club de Trenet en Belgique, était devenu l'ami belge de Trenet. Et j'ai retrouvé, elle m'a envoyé ces documents après la mort de ce monsieur. Et dedans, il y avait des lettres extraordinaires et il y avait des révélations. Exemple, en 1943, Jules Verbeek est dans la Résistance. Il y a le Cirque Royal, Grand Théâtre de Bruxelles. Des résistants sont cachés à l'intérieur. Les nazis veulent l'envahir puisqu'il n'y a plus de spectacle, parce que ils mettront leurs troupes. Jules Verbeek appelle Trenet qui dit: dès ce soir, j'annonce que je vais chanter là-bas gratuitement pendant 3 semaines. Comme ça, les nazis ne pourront pas venir. Et il est allé chanter. Et résultat, les résistants sont restés et les Allemands ne sont jamais entrés dans ce théâtre. Ah oui. Mais comment ça se fait? Ce qu'ils auraient pu dire, c'est intéressant. Ils auraient pu dire: écoutez, Trenet, on s'en fout. Voilà, ça a marché. Ça a marché et le théâtre étant occupé, les Allemands ont dit: bon, ben, on laisse faire. Ils ont fait une erreur. Ah oui. Mais en fait, juste, Jacques, très franchement. Tout le monde, on va pas jouer les juges 70 ans après ou autre, mais il a été, pour vous, il a été quand même, il a pas eu à se reprocher une vraie collaboration à aucun moment. Il a été neutre, il a chanté, il a fait quelques films pour éviter de chanter, il a chanté en zone libre jusqu'en 42 et après il a été enregistré ses disques en Suisse et en Belgique. Il n'a jamais fait de... Il n'a jamais enregistré... Mais jamais, il s'en foutait. Il faut être clair, il s'en foutait. C'est-à-dire qu'il vivait. Il vivait en attendant les jours meilleurs, mais il n'était pas résistant, sauf pour aider des causes, mais il n'a jamais collaboré. Il n'a jamais voulu travailler avec un Allemand. Il se l'est juré, il a tenu parole. Ah oui. Alors parlons à présent effectivement des accusations de pédophile dont il a été victime alors qu'il avait 50 ans. Que s'est-il passé exactement? Alors, il faut savoir qu'en 1963, il se retrouve en prison pour 28 jours à Aix-en-Provence, accusé d'attouchement sur des jeunes, sur des mineurs. À l'époque, mineur, c'est moins de 21 ans. Bien sûr. Il passe 28 jours en prison et après, il y a un procès. Et ce procès, il y a eu un procès normal et un procès en appel. Et il se trouve que pendant 20 ans, j'ai dit à Charles: dites la vérité, racontez-moi ce qui s'est passé. Non, c'est trop loin tout ça. Et j'ai retrouvé des documents qui sont les conclusions du tribunal et le jugement. En fait, une enquête de police a prouvé que les jeunes qu'il avait accusés avaient menti, ils ont avoué, ils avaient fait du chantage à Trenet pour obtenir de l'argent. Ils travaillaient chez Trenet, mais Trenet les avait virés parce qu'ils organisaient des parties fines chez lui en son absence. Et pour se venger, ils ont demandé de l'argent. Et ils ont fait faire de fausses attestations à 3. Et ils ont avoué. Ce qui fait que le procès en appel dont personne n'a parlé, eh bien, Trenet a été acquitté. Et aujourd'hui encore, et c'est ce qui m'a énervé et qui m'a conduit à faire ce livre, j'entends des formules qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je me souviens d'un... Trenet pédophile... Mais je me souviens d'un concert de Trenet. À la fin, une petite fille veut l'embrasser. Il a accepté de l'embrasser, mais loin des photographes, en disant: on va encore dire des choses fausses sur moi. Mais il faut dire qu'à l'époque, quand même, la presse a envenimé la situation. Elle l'a vraiment sali, Trenet, dans cette affaire. Mais il faut savoir qu'en 63, les homosexuels étaient mal vus. Madame de Gaulle détestait les homosexuels. Aujourd'hui, on n'en parlerait même pas en 2 lignes dans les journaux. Alors justement, j'ai une question, Céline. Justement, avant, c'est bien qu'on ait parlé de ça. L'homosexualité, c'est venu quand? Il a fait un coming out quand? Je veux dire, d'abord, lui-même se sentait, dès la jeunesse, il s'est senti alors, il n'en parlait jamais. Il n'en parlait jamais. Il avait une pudeur. Jamais. Ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il était homosexuel, mais les femmes aussi. Moi, j'ai toujours vu respecter les femmes lors des déjeuners. Non, mais il n'était pas bi. Il était bi. Oui, parce qu'il a été amoureux de certaines femmes, quand même. Il a failli se marier. Il a failli se marier à une jeune femme qui s'appelait Monique Pointier. Non, Corinne Luchère, c'est une de ses fiancées. Monique Pointier. Ouais. Et il la rencontre en 45, il tombe fou amoureux, elle s'installe chez lui, mais sa mère ne veut pas de cette femme parce qu'elle ne range pas la salle de bain. Sa mère était un monstre. Et résultat, il va aux États-Unis, sa mère lui dit Monique ne pourra pas avoir d'enfant, elle a été opérée, ce qui était faux. Et il rompt sans donner la raison. Et après, 3 ans plus tard, il découvre à Monaco, et il me l'a dit, cette femme Monique mariée à un duc avec 3 enfants. J'ai vu traîner en larmes en disant: c'est le drame de ma vie. Il voulait épouser Monique, il voulait avoir des enfants avec elle. Donc il n'a jamais fait son coming out en tant qu'homosexuel. Mais jamais. Et on a appris qu'il était homosexuel lorsqu'il y a eu cette affaire. Et à l'époque, c'était très mal vu. Oui, c'est ça. Et il n'en parlait jamais. Il n'a jamais nié, mais il n'en parlait jamais.
C'est Eh ça. oui. Ouais, non, mais Est-ce qu'on peut c'est- dire qu'en fait, il n'a vraiment qu'aimé qu'une seule femme dans sa vie, à savoir sa mère? Il l'a aimé et détesté. Le rapport était surréaliste. Moi, j'ai retrouvé des lettres, justement, mais à chaque fois, il lui disait je ne veux pas te conseiller, mais ça tombe bien, j'ai pas besoin de tes conseils. Mais il était sous l'emprise de sa mère, Jacques. Quand vous dites, non, juste un mot, je réagis sur ce que vous avez dit, c'est étonnant. Il dit, oui, ben, cette femme, voilà, elle peut pas avoir d'enfant ou je ne sais pas quoi, et il croit, Mais bien sûr. il croit à sa mère sans vérifier. Sans vérifier, sans vérifier. C'est une erreur monstrueuse. Mais étonnant, les rapports avec sa mère étaient terribles. Un jour, sa mère lui fait « Mais Charles, tu es un monstre ». Et il répond « C'est normal, je suis ton fils ». Ah oui. J'ai un enregistrement pirate où à un moment, au cours d'un déjeuner, car elle était très dure, elle se prétendait son fondé de pouvoir. Elle dit ton dernier disque, j'aime pas, ça n'a aucun intérêt. C'était sa conseillère de l'ombre, en quelque sorte. Exactement, Oui. mais elle faisait beaucoup pour lui derrière. Les lettres le prouvent. Et alors, oui, elle aurait dit, alors il lui dit, mais enfin maman, Mozart aurait composé ses symphonies. S'il avait une mère comme toi, il n'aurait jamais composé ses symphonies. Et elle répond du tac au tac, c'était pas sa mère qui s'occupait de Mozart, c'était sa cuisinière. Et il répond du tac au tac, il ne mesurait pas son bonheur. C'est vous dire les rapports. C'était vraiment conflictuel. C'était conflictuel. Et il y avait effectivement une sorte d'amour total. La preuve, quand elle est morte en 79, il s'est enfermé pendant 2 ans et il n'a parlé à personne. Ah oui, 2 ans. 2 ans. Ah oui. Ah, donc ça a été quand même quelque chose d'extrêmement fort. Elle l'a abandonné dans ses jeunes années. Elle est revenue ensuite. Ils ne se sont jamais quittés. Elle vivait chez lui. Mais il avait peur d'elle en même temps. Un jour, il dit à son valet de chambre, tu es gentil, tu fais boire beaucoup de martini à ma mère parce que j'ai repeint la salle de bain en noir. Je veux pas qu'elle s'en aperçoive tout de suite. Extraordinaire. Effectivement, on l'a dit, bien sa maman a été effectivement une grande partie de sa carrière, sa conseillère de l'ombre. Une carrière qui a duré 70 ans et qui s'est envolée donc dès 1938 avec Y'a de la joie et avec cette chanson. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche. Et une chose extraordinaire, c'est vrai, Jacques Pessis, c'est que, au fond, est-ce qu'il a fait des chansons tristes? Je ne connais pas du tout. Loin de connaître comme vous toute la discographie de Charles Trenet, mais chaque fois qu'on l'entend Trenet, c'est toujours une espèce de... Alors, il a des chansons sentimentales, très belles, très poétiques, mais c'est toujours cette espèce de joie de vivre incroyable. On a l'impression, vous savez, c'est le clown blanc. Ça peut se passer des drames dans sa vie, il est là avec ses yeux qui lui sortent des orbites, et puis c'est toujours ces chansons fabuleusement pleines de poésie, de joie de vivre, d'odeur, etc. Alors Trenet, c'était un philosophe du bonheur. Il disait « La vie est un rêve, de temps à autre traversé par un cauchemar. Le cauchemar, on le digère, le rêve recommence. » C'est ce qu'il a fait jusqu'au bout. Mais si on prend son répertoire des années 70, il y a des chansons très tristes. Et il y en a une notamment qui s'appelle « L'oiseau des vacances », que personne ne connaît, qui est une de ses plus belles chansons et qui est d'une tristesse totale. À la disparition de sa mère, il y a aussi des chansons tristes. La fin de sa vie, il y a beaucoup plus de nostalgie plus que de tristesse, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Sauf que, et c'est vrai que les chansons qu'on retient, ce sont ces chansons de joie, d'exultation. Voilà. Et sur scène, c'est vrai qu'il faisait monter ils m'ont expliqué qu'il faisait monter ses récitals en puissance. Il commençait doucement pour aller au sommet. Et les chansons de joie étaient toujours vers la fin. Magnifique. Est-ce qu'être chanteur, c'était le rêve de sa vie ou pas du tout? Comment il a eu le déclic alors? Qui lui a donné envie? Alors au départ, il y a 2 déclics. Il voulait faire du cinéma. Il vient à Paris parce qu'il avait vu le cinéma naissant à Berlin et il devient assistant accessoiriste au studio de Joinville. D'ailleurs, il va être l'assistant accessoiriste du premier film parlant et chantant, Chacun sa chance, avec Jean Gabin, qui débute à l'écran. Et il avait aucun talent pour ce job, je crois. Il ramenait d'autres accessoires, c'est une catastrophe. Et puis donc, il rencontre Johnny S. Il voit pile cette abeille qui avait fait des chansons de Mireille. Il dit si on faisait la même chose. C'est comme ça qu'il a commencé. Et puis, quand il est tout seul, quand Johnny S s'en va, il dit mais est-ce que je ne dois pas revenir au cinéma? Il a écrit des chansons et il va le montrer à quelqu'un dont il a fait la connaissance dans un café de Montparnasse, avec qui il a bu des bières. C'est Antonin Artaud. Et qu'il aimait beaucoup. Il montre ses chansons à Antonin Artaud et Antonin Artaud dit vas-y fonce. Et c'est comme ça que Trenet a véritablement commencé seul.
Par Antonin Artaud, Par Antonin imaginez. Artaud. Le C'est extraordinaire. suicidé de la société. L'un des plus grands poètes du XXe siècle. Enfin, oui, c'est Eh oui. formidable. Et de ce fait, il a arrêté de suite le cinéma. alors. Ouais, il a fait Ouais. quelques films, mais il a toujours dit qu'il faisait des films pendant la guerre parce que les plateaux étaient mieux chauffés que les trains pour les tourner. Oui, C'était un peu n'importe quoi. Et donc, il a commencé véritablement la chanson dans les années 30. En Ouais, 1933, ses premiers 33. disques avec Johnny C'est ça. S. Et Vous qui passez sans me voir a été son premier succès aux États-Unis, créé par Jean Sablon, qui était le crooner français. Bien sûr, mais que lui n'a pas chanté au départ, c'est Jean Sablon. Jean Sablon. C'est Et ça. après, il l'a chanté. C'est ça, c'est là. Quelle destinée, Jacques. Vous racontez effectivement qu'à sa naissance, une voyante s'était penchée sur son berceau, c'est ça? Et elle a dit à sa mère, votre enfant, il n'y en aura qu'un comme lui dans le siècle. Et ça a été le cas. C'est vrai. Ça a été le cas. Eh bien, Jacques Pessis, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va continuer de célébrer le 20e anniversaire de la mort de Charles Trenet. Ton corps dans les rues. La foule les chante un peu distrait. Voilà, il parlait de l'âme des poètes, là il rendait hommage à son ami Max Jacob qui est mort au camp de Drancy en 1944, mais il parle de qui? Mais de lui. Et oui, avec Trenet, l'âme des poètes, elle est là, elle sera là, elle est partout. Et puis on refrain, voyez-vous, tout ce qu'on a dit dans cette émission, les chansons qu'on a entendues, c'est ça. Eh Céline, oui. c'était une des plus belles chansons, je crois, c'est Et la chanson cette préférée. chanson, hein. c'était sa chanson préférée. Ce sera sa chanson Testament. Écrivez-vous, Jacques Pessis, donc dans votre livre Traîner hors champ que vous avez publié donc aux éditions Kennes. Dans quel contexte il a écrit cette chanson, Jacques? Il est à New York en 52 en après-midi, il s'ennuie, il fait un calcul, il estime être à la moitié de sa vie, c'était pas tout à fait ça, mais pas loin, et il écrit l'âme des poètes en se demandant ce qui restera de ses chansons. D'ailleurs, plus tard, en parlant de son œuvre, il dira finalement, je suis l'âne des poètes. Mais Oh, joli. et il écrit cette chanson qui est effectivement devenue sa chanson testament. Et effectivement, longtemps après que le poète a disparu, eh bien, ces chansons continuent à courir dans les rues. Dans les écoles, on apprend, il y a de la joie. On apprend, je chante. La mère, on l'apprend alors que Trenet ne voulait pas la chanter, cette chanson. Pourquoi? Il n'y croyait pas. Il l'avait composée dans un train, il l'a essayé, ça n'a pas touché le public. Ouais. Il l'a rangée. Et puis sa mère a retrouvé le papier un jour dans un coin. Et il va voir Raoul Breton après la guerre, son éditeur, avec de nouvelles chansons. Raoul Breton lui dit c'est pas terrible, tout ça, t'as pas autre chose. Il passe ça à Trenet, il se lève, il veut s'en aller. Et puis sur le pas de la porte, il dit oh, j'ai peut-être quelque chose, mais ça va pas te plaire. Et il joue la mère. Et Breton dit ah bah ça c'est bien. Tu crois, fait Trenet, ça intéressera personne. Et Breton, l'éditeur, a eu l'idée de rajouter les chœurs à cette chanson. Et c'est comme ça que ça a tout changé. D'ailleurs, Trenet disait toujours, il y a un concert classique, l'animateur dit maintenant vous allez entendre la mer. Ah, fait le public. De Debussy. Oh, fait le public. Et moi j'ai un scoop pour vous, mon cher Jacques, c'est qu'en fait, sa maman lui a fait drôle parce qu'il croyait que ça s'appelait La Mère M-E-R-E et Oui, pensait que c'était une chanson en hommage. En tout cas, ce qui est joli par rapport à cette chanson, c'est qu'il a effectivement écrit dans un train, vous l'avez... En 4 minutes. En 4 minutes, Et c'est il m'a montré le incroyable. lieu, il m'a montré le lieu exact avec les roseaux où il l'a fait entre Sète et Montpellier. C'est venu comme ça. Incroyable. ça. Alors revenons aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque il est parti là-bas en tournée? Parce qu'avant la guerre, William Morris, qui est le grand impresario, l'a repéré dès 1938 à Paris. Il propose un contrat. Malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, le contrat est honoré en 1946. Et il commence par l'Embassy, qui était un cabaret de 500 places. Aux États-Unis, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on chante 3 fois dans une même soirée et il y a un dîner. Ouais, et c'est un ça. triomphe dans cette salle de 500 places. Où ça? C'était où? L'Embassy, c'est à New York. À New York, Dans d'accord. Broadway. Un cabaret de 500 places D'accord. avec le tout New York qui est là. Le premier soir, il y a Lana Turner, il y a Cary Grant, enfin des gens importants. Humphrey Bogart, Lauren Bacall. Et tous découvrent Trenet parce qu'ils C'est pensaient incroyable. que les Français dansaient la polka uniquement. Et découvrent le swing. Ouais. Ah, c'est génial. Et finalement, cette montée en puissance avec Raoul Breton, son éditeur, va faire qu'il va aller dans tous les États-Unis, un peu comme Aznavour, un peu comme Montand et Piaf, mais Bien avant sûr. eux. Oui. Il va chanter à Hollywood. Il y a un cabaret de Los Angeles où il est passé Et pendant il plusieurs- chantait en français ou aussi en anglais? Au départ en français, parce Ouais. qu'il ne parlait pas anglais, et petit Ouais. à petit, son Mais c'est- répertoire est devenu traduit et en anglais. Ah, c'est extraordinaire. On le surnommait le Sinatra français. Exactement, parce que et il y a une anecdote d'ailleurs, parce qu'il chante devant son micro tout doucement. Pourquoi? Parce qu'un soir à Harlem, dans New York, il va voir un orchestre dans un bar, et il voit le pianiste se lever et s'éloigner et s'approcher du micro. micro. Ouais. Ouais. Et ce pianiste inconnu, c'était Nat King Cole.
Et oui, et il s'est inspiré de son jeu de scène pour Complètement. interpréter cette chanson. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il? C'est extraordinaire parce que vraiment il faut le dire. Vous écoutez ça, on est en 2021. C'est hallucinant d'émotions. Il y a tout est là. Ça n'a pas pris une ride, on l'a dit. Et mais ça lui a appris quoi l'Amérique en fait, Jacques? Alors l'Amérique lui a appris le récital, c'est-à-dire qu'il a vu en Amérique des artistes qui chantaient des deux parties et il a créé le récital en France en 1947 en revenant au Théâtre de l'Étoile. Il l'a repris en 1951. Ça n'existait pas en Ça France. n'existait pas. Il y avait des premières parties avec la vedette américaine, le lever de torchon, la vedette anglaise. Et lui, il a imposé deux parties en disant à l'entracte, écoutez, on va prendre un quart d'heure d'arrêt parce qu'il faut bien que le public se repose. Ah oui. Ouais. Alors, à propos des États-Unis, effectivement, revenons effectivement sur une zone d'ombre en 48, lors de son arrivée donc aux États-Unis. Il est emprisonné. Qu'est-ce qui s'était passé alors? En Racontez-nous. fait, il se retrouve un vendredi soir à New York où il doit partir pour le Canada, à Ellis Island, qui est un endroit à New York où on place ceux qui n'ont pas de papier régulier. Oui, la Et il fameuse est prison voilà. là-bas. Ouais, Il a un visa régulier, mais l'administrateur dit non, il y a une dénonciation contre vous. Et va passer, non pas 48 heures, mais 26 jours dans cette prison. 26 jours, 26 un mois, jours, ouais, presque. parce que l'administration américaine, qui est presque pire que la française, a demandé des documents prouvant la réalité de ce que Train ne sait même pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 18 ans, à Prades, ville dont Jean Castex est le maire, oui. un soir, il fait une farce avec des copains après un gala. Il se déguise en fantôme et il fait peur dans le jardin de l'hôtel. Et le garde champêtre, d'ailleurs qui était le grand-père de Cali, le chanteur, l'arrête et il se retrouve devant le tribunal où il a 6 jours de prison avec sursis. Il y a un article dans le journal et cet article est parti aux États-Unis et on l'a accusé d'être communiste, d'avoir troublé la. Oui, en fait, il a la été paix emprisonné civile. 26 jours pour homosexualité et atteinte à la liberté publique. Mais dites-moi, qui l'avait dénoncé alors? On n'a jamais su. On n'a jamais su. Il n'avait pas que des amis et quelqu'un a envoyé cet article à la justice américaine qui a été tellement ennuyé ensuite qu'on lui a accordé un visa définitif pour revenir aux États-Unis quand il le voulait. Car tout ça a été faux. Et il est revenu. Incroyable. Il est revenu régulièrement. Et son surnom donc de fou chantant lui vaut d'être convoqué à plusieurs reprises chez des psychiatres Mais aux oui. États-Unis. C'est Mais oui, incroyable. ils vont vérifier qu'il n'est pas fou. Non, mais il y avait quelque chose en France qui s'était passé et les Américains ne comprenaient pas. C'est tout, ça s'arrêtait là. Mais c'est pas l'homosexualité qui a joué. Mais bien sûr que non. Non. En fait, ils n'en parlaient pas et on ne savait pas à l'époque qu'il était homosexuel et tout le monde s'en fichait. C'est vraiment cette dénonciation anonyme qui était totalement fausse et c'était pour ruiner sa carrière aux États-Unis. Oui, clair. c'est ça. Et il a été en quelque sorte lavé de tout soupçon parce qu'il a Complètement. continué à avoir du succès aux États-Unis après. Mais enfin, il a eu beaucoup de succès. Il est revenu plusieurs fois. Il a même failli tourner des films pour Hollywood, mais il a refusé parce que les scénarios n'étaient pas à la hauteur. Mais au fond, il n'a pas eu une grande carrière cinématographique, il faut le dire. Mais rien du tout. Il a fait 5 films avec des chansons et lui voulait tourner des films poétiques. Ça ne s'est jamais fait. Il a écrit un roman, Pierre, Juliette et l'automate, qu'il voulait faire au cinéma et il a refusé un scénario, une histoire totalement ridicule, disait-il, d'un jeune scénariste qui venait d'arriver aux États-Unis qui s'appelait Georges Simenon. Simenon s'est fâché contre Trenet à la suite de ça. Oui, bah, ça arrive, on peut être aveugle dans certains cas. Et dites-moi justement, on en parlait avec Céline, en fait, dans les années 60, il y a les yéyés qui arrivent. Oui, et là, c'est une traversée du désert cruelle pour lui. Et là, non seulement il a une traversée du désert, mais on ne parle plus de Trenet. Non, 3 ans de silence. Alors, il va chanter à l'étranger. Il fait un gala un soir à la Locomotive près du Moulin Rouge pour montrer aux jeunes qui il sait. Il monte sur scène de façon improvisée, en costume de marin, et il fait un triomphe. Donc il sait que tout est toujours là. Mais il attend. En quelle année ça? 63. 63, oui. Et puis ça va revenir en 66, où il quitte sa maison de disques pour aller chez Eddie Barclay, et il fait une série de concerts à Bobino qui sont un triomphe. Et là, c'est reparti. Il a 66. Très peur parce qu'il dit c'est du quitte ou double. Et puis après, en 70, 71, 73, 75, il continue. Et à chaque fois, le public est là. Et à Bobino, quand il fait 72, eh bien, il y a tellement de rappels que le spectacle finit après 1h du matin et que des gens ratent leur métro. Ah, extraordinaire. Et on peut dire que dans les années 80, Mitterrand et Jack Lang lui ont
lui redonner une nouvelle jeunesse en quelque sorte. Pour quelle raison? Alors, il faut d'abord savoir que Trenet n'a jamais été de gauche ou de droite, il n'a jamais voté. Il n'a jamais fait de politique, engagé en politique, jamais. Il n'a jamais voté. Il n'a jamais voté, jamais. Et jamais pris une prise d'opposition ou pas. Est-ce qu'il y a eu des prises d'opposition sur des... Non, il a fait des galas pour Mitterrand en étant payé. Et il aimait bien Mitterrand parce qu'il avait la même culture et surtout parce qu'il avait des liens avec Daniel Mitterrand et Christine Gouzerenal, qui étaient des amis de Saint-Germain-des-Prés à ses débuts. Ah oui, mais à l'époque, alors pourquoi François Mitterrand et Jack Lang sont venus le chercher en quelque sorte? Ils sont venus lui proposer des honneurs. Jack Lang a eu l'idée géniale de dire Trenet n'a jamais été décoré, il faut lui donner des décorations. Et Trenet n'avait jamais eu cette reconnaissance. Il n'avait jamais digéré l'affront de 63 où l'Élysée avait refusé de sortir de prison. Et le fait d'avoir des honneurs, c'était la carotte qui l'a conduit à devenir ami avec Jack Lang. D'ailleurs, Jack Lang m'a dit un jour, mais je comprends pas, il est tellement heureux de ses décorations, on lui en donne, il en veut de plus en plus. C'était une revanche. C'était une revanche, et il les portait comme un général soviétique, avec une petite barrette. Il les portait, oui. C'était quelque chose d'étonnant et il était heureux et à chaque fois c'était une remise de décoration suivie d'un long dîner. Moi je me souviens d'un dîner chez Lippe après une décoration où Monique Lang est repartie laissant Jack Lang et je peux vous dire que Jack Lang avec Trenet a fini dans un sale état. Est-ce qu'on a un auditeur? Oui, effectivement, on va rejoindre tout de suite le standard de Sud Radio, Didier qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Didier. Oui, bonjour Didier. Bonjour à vous. Bonjour. Merci Didier. Formidable, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors vous êtes Didier, fan de Trenet, Didier, dites-nous. Alors, donc, peut-être que le mot fan est un peu exagéré, mais comment dire, énormément j'adore parce que je trouve que ces chansons, comme vous l'avez tellement bien dit, tous ensemble, cette période en plus tellement compliquée pour la culture, la musique, c'est vraiment un ballon d'oxygène, c'est du soleil qui arrive et qui s'enrobe et ça nous fait un bien énorme et donc mille merci. Et moi en tant que musicien, je compose, j'arrange aussi, j'ai eu la chance d'arranger pour une émission de télé différentes chansons où des enfants, des maîtrises, donc c'est des maîtrisiens qui sont à une trentaine ou une quarantaine d'enfants, les grands tubes, chantent, il y a la joie. Et effectivement, c'était extraordinaire parce que tous ces jeunes, avec tant d'années de différence entre la composition aujourd'hui, ça date de 3-4 ans maximum, là, il y avait quelque chose de totalement actuel, contemporain, et c'était formidable. Et cette énergie, elle nous fait vraiment beaucoup de bien. En plus de la poésie immense, effectivement, complète. C'est vrai. Il faut savoir que Trenet n'arrangeait jamais ses chansons. Il y a toujours un co-signataire qui est l'arrangeur, car il faisait pas l'arrangement. Il ne savait pas. Il ne connaissait pas les arrangements. Il enregistrait sur un petit magnétophone et ensuite il laissait la chanson à un arrangeur. C'est pour ça que Léo Chauliac est le co-signataire de La Mer, alors que Trenet l'a composé d'instinct. Mais ce qui est extraordinaire, et d'ailleurs ça va vous intéresser aussi, c'est que Jacques, en fait, toutes les chansons, musique et paroles, c'est de lui, pratiquement à une ou deux près. Il a des bidelots, des bidelets, c'est avec Francis Blanche parce qu'ils se sont signés ensemble à Bruxelles en s'amusant. Mais 99,9% des chansons, il en est l'auteur-compositeur. Je l'ai même vu un soir au Châtelet rentrer en scène et sortir en disant je connaissais tout par cœur ce soir, j'ai fait une chanson pendant le spectacle. C'était l'ami des lendemains. Mais c'est à lui, c'est un cercle. Il avait une espèce de... Comment te dire, c'était une machine à produire, quoi. C'était une super usine. Enfin. C'était en permanence. Alors, il y avait des jours où il y avait des chansons, des jours où il n'y en avait pas, mais quand elles venaient, ça jaillissait tout de suite, comme l'eau de la source. Oui, c'est ça. Alors, rappelez-nous, Jacques, combien de chansons en tout? Alors, environ 1000 chansons. 1000 chansons, dont une dizaine de succès internationaux. C'est ça, c'est extraordinaire. Jacques, selon vous, qui sont les héritiers aujourd'hui de Trenet? Alors, d'abord, Jacques Higelin a été héritier de Trenet, Souchon est un héritier de Trenet, et je pense que la jeune génération d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du Trenet, mais qui ne s'en rendent pas compte. Oui, sans le savoir. Comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose. Benjamin Biolay, Benjamin Biolay sont des exemples, il y en a beaucoup d'autres, mais ils ont une forme de poésie qui correspond à celle de Trenet. Même chez les rappeurs, il y a un peu de Trenet quand on fouille les paroles. Sauf que Trenet, enfin il y a des rappeurs effectivement mais Trenet avait ce chose extraordinaire, et peut-être c'est ça un peu qui se perd, mais bon, sans être nostalgique, c'est cette richesse de la langue française. Mais il avait quand même un répertoire, je veux dire, lexical et sémantique énorme. Énorme, il connaissait la poésie par cœur, il disait je connais tout de la poésie, il avait tout appris, aucun détail grammatical ne lui faisait peur, il répondait à tout, dès qu'il y avait une faute d'orthographe, il la voyait. Ah oui. Complètement.
Et il a même utilisé du passé simple, il a utilisé l'imparfait du subjonctif, enfin. Longtemps après que les poètes ont disparu, beaucoup de gens font l'erreur. Ils disent « est disparu », c'est « ont disparu ». Ont disparu, absolument. Jacques Pessis, vous avez été son confident pendant plus de 20 ans, enfin les dernières années de sa vie surtout. Est-ce qu'il vous a parlé de la mort ? Non, il n'en parlait pas. Il était dans ses chansons, mais il vivait intensément. Il ne pensait qu'au moment présent. Le futur, il s'en foutait. Et c'est peut-être d'ailleurs une erreur, parce que sa postérité en a souffert, qu'il ne répondait jamais à rien. Mais la mort, il n'y pensait pas. C'était quelque chose dont on ne parlait pas. Et quand quelqu'un disparaissait, on lui disait, il s'enfermait dans sa chambre, et après on déjeunait ensemble pour parler de cette personne en riant, en se souvenant des bons moments. Et il n'allait jamais à un enterrement officiel parce qu'il disait je ne vais pas à une dernière comme on va à une première. Ah, c'est joli. C'est joli. Merci Didier d'être intervenu sur Sud Radio. Jacques Pessis, je rappelle que votre livre intitulé Traîner hors champ est paru aux éditions Kenez. Donc c'est donc une biographie qui innocente l'artiste. À lire absolument parce que beaucoup de révélations. Exactement, il faut absolument lire ce livre de Jacques Pessis. Alors